Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, la politique, les élections municipales anticipées à Sainte-Paris. Un peu moins de 17 000 électeurs étaient rappelés aux urnes. La participation est en baisse. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Les plages de Martinique toujours aussi sales, constat des bénévoles de l'opération Pays Propre ce dimanche. Ils ont poursuivi leurs actions de nettoyage et de sensibilisation à l'environnement. Les pêcheurs de Martinique à présent connectés, une application mobile Poisson Martinique permettra aux consommateurs de trouver du poisson frais en temps réel. Et puis notre page sport, le semi-marathon de Fort-de-France et la victoire de Félixbourg ce matin. Le Mosellan a pris la tête de la course dès les premiers kilomètres, son temps 1 heure et 8 minutes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence ce journal avec un chiffre, celui de la participation au premier tour des élections municipales anticipées de Sainte-Marie. Vous le voyez, 49,41% à 18h. C'est beaucoup moins que la dernière élection en 2014. Il s'élevait à 57%. Une participation donc en baisse, peut-être le résultat de l'exaspération d'une partie de la population samaritaine rappelée aux urnes plus tôt que prévu. Certains ont tout de même rempli leur devoir de citoyen dès l'ouverture des bureaux de vote. Le reportage de Loïc Régis et de Michelet François. 8h et les bureaux de vote s'ouvrent. Votez. La pousse derrière. Voilà. À voter. Faire partie des premiers votants de la journée, un principe que ces Samaritains ont tenu à respecter. Effectuer son devoir civique pour ensuite profiter de son temps libre. Ça m'arrange, j'ai des choses à faire, j'ai accompli mon devoir civique, donc c'est bon. Parce que c'est plus calme. Et comme j'avais quelques courses à faire, alors j'ai profité de l'occasion pour faire un voyage. C'est là où je suis disponible, donc je préfère là, et ensuite vaquer à mes obligations. Après 10 heures, je viens plus moi. Après, il fait trop chaud. Cette élection municipale en plein mois de novembre n'a rien de coutumier. Un contexte politique qui offre un visage négatif de la commune selon certains. Ça ne glorifie pas Sainte-Marie. Le niveau du scénario est très bas. Je vais répondre franchement, ça ternit l'image de la commune parce que nous ne faisons pas comme tout le monde. C'est pas bon, faire comme tout le monde, c'est pas tellement ça. Mais se singulariser de la sorte, ça amène la commune un peu plus bas, quoi. Une ambiance électorale qui n'intéresse pas tout le monde. Je suis samaritaine, mais finalement, par rapport à mon travail, je suis devenue lamantinoise, donc du coup, je ne me sens pas du tout concernée. Maintenant, je suis concernée par la communauté du Lamentin, en fait. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Histoire de maire et tout, pas du tout. Les premiers taux de participation sont moyens en début de journée. Et le traditionnel rush d'après-messe n'a pas eu lieu. 1 heure après l'ouverture des bureaux, j'ai constaté quand même qu'il y a moins de personnes parce que c'était juste après la messe et j'espérais voir une masse de gens arriver comme d'habitude. C'est une élection qui a été une élection surprise. Alors les gens n'ont pas compris et venir les embêter en cette période-là, c'est pas du tout une chose qui est bien appréciée. Ce soir, cette place ne sera peut-être plus vide en cas de triomphe au premier tour. Sainte-Marie aura alors un nouveau maire jusqu'en 2019.
Et les 3 candidats au poste de maire ont effectué ce matin leur devoir de citoyen également. Vous le voyez, Louis-Philippe Birba a été le premier à voter ce matin au bureau 14 à Font-Saint-Jacques à 9h, suivi de Bruno Nestor Azero qui, lui, a voté au bureau numéro 7 à l'école Félix Lorne Morne-des-Esses, comme vous pouvez le voir sur ces images. Enfin, le 3e candidat, Jean-Claude Cover, a lui glissé son bulletin dans l'urne à 11h30 à l'école Cachibou au bureau numéro 5, également à Morne-des-Esses. Et on retrouve en direct du bureau centralisateur Loïc Régis. Rebonsoir. Est-ce que le dépouillement a commencé ? Le dépouillement est en cours, effectivement, juste derrière nous. Il a commencé depuis une trentaine de minutes. Comme vous le voyez, de nombreux Samaritains sont déjà présents dans la mairie et aussi à l'extérieur. L'ambiance est pour l'instant assez calme. On entend juste la voix des membres du bureau qui ouvrent les enveloppes. Pour le moment, le seul candidat qui s'est présenté, c'est Jean Cover. Peut-être que Bruno Nestor Azero et Louis-Philippe Birba devraient faire leur entrée dans quelques minutes. Mais pour l'instant, vraiment le calme plat ici au bureau central de Sainte-Marie. Merci beaucoup Loïc Régis et on vous retrouve bien évidemment dans le courant de ce journal pour suivre cette actualité politique. Dans votre journal également, cette nouvelle action de sensibilisation à la protection de l'environnement. 50 personnes ont pris part à Pays Propre, une opération de nettoyage de sites remarquables et pourtant pollués par des déchets. C'est la 14e édition et il reste encore beaucoup de travail à faire pour la conscientisation et cela passe notamment par les plus jeunes. Le reportage de Céline Chalonneau. Au programme pour Ethan ce matin, pas de baignade ni de château de sable. Pelle et seau ont laissé leur place à la casquette et aux gants. Cette opération Pays Propre avec maman qui tient le sac poubelle. Et du haut de ses 4 ans presque et demi, il ne ménage pas ses efforts et prend sa mission très au sérieux. Je vais dire aux copains de pas jeter les déchets. C'est important de le sensibiliser, qu'il puisse comprendre par lui-même qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire, que ce n'est pas normal de retrouver une boîte de conserve ici sur la plage, alors que généralement c'est des choses qu'on ouvre à la maison, que si vraiment on vient à la plage avec ça, on repart avec. En moins de 5 minutes, les sacs poubelles commencent déjà à peser. Pour Morgane et ses amis, il y a des choses plus importantes qu'une grasse matinée. Elles ont tenu à donner leur temps pour leur île et pour cette plage sur laquelle elles viennent régulièrement. On aurait pu croire qu'avec toute la médiatisation autour du développement durable et l'écologie, les gens auraient une prise de conscience et à se dire qu'il ne faut pas salir, mais finalement non. Et il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si c'est parce que les Martiniquais sont natifs et que ça leur passe au-dessus. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont de métropole et qui vivent ici et qui s'investissent davantage dans le mouvement. Je trouve que c'est très dommage. Pour cette jeune maman, c'est une première participation. Elle souhaiterait être plus utile, être surtout une ambassadrice altruiste auprès de ses proches pour montrer les bons gestes à adopter. Je pense que les gens ne prennent pas conscience en fait, du fait que quand on jette dans une poubelle, ça va quelque part. Ça ne disparaît pas de nos vies. Et qu'en Martinique, principalement, ça va dans une déchetterie où c'est enfoui, où c'est brûlé, où la déchetterie brûle par elle-même. Et voilà, on est tous responsables du déchet qu'on produit. Pendant plus de 2 heures, par équipe de 2 ou 3, ces bénévoles vont parcourir la plage et ses environs sous le regard de certains baigneurs venus pour la journée partager une petite grillade entre copains. Je vois que ils nettoient, ça fait du bien. Voilà, ils respectent la Martinique. Et les jeunes, c'est la santé. Parce que quand il y a des gardiens sur les plages et bateaux, les gens salissent et ça, c'est pas propre. C'est Sophie, en binôme avec un agent de l'ONF, qui distribue à chacun t-shirts et sacs poubelles, tout en donnant les consignes pour la journée. La dernière opération Pays Propre que nous avons fait au mois de mars, nous avions 23 sites à nettoyer contre 21 cette année. Nous étions environ 900 participants, cette année 700. Et nous avions collecté un peu plus de 27 tonnes de déchets au mois de mars. Aujourd'hui, chacun espère, par cette activité, attirer l'attention sur l'implication de toute la société dans la préservation de l'environnement. Cette initiative maintenant du comité des pêches de Martinique, une application mobile pour plus de traçabilité. Il est maintenant possible de savoir où
et quand trouver du poisson frais en temps réel. Les précisions recueillies par Guillaume Bacoul. Le téléphone mobile, nouvel outil indispensable des marins pêcheurs. Poisson Martinique, c'est le nom de la nouvelle application développée par le comité des pêches. Disponible sur le Play Store d'Android, ce nouvel outil devrait permettre aux pêcheurs inscrits de faire savoir à leur clientèle quel type de poisson a été pêché et dans quelle zone. Un progrès dans la commercialisation selon le comité. C'est pour savoir tout instant où il y a un pêcheur qui vend du poisson et vous êtes sûr de la traçabilité des gens qui sont enregistrés sur Poisson Martinique. L'idée, à mon avis, elle est attendue. Parce que beaucoup de personnes nous appellent des fois au comité nous demandant où il y a un pêcheur qui vend du marlin, où il y a un pêcheur qui vend du thon. Alors aujourd'hui, c'est simple. Hein. Le consommateur n'a qu'à appeler sur Poisson Martinique et verra où il y a un pêcheur qui propose sa production, tout simplement. Si l'application est gratuite pour le grand public, les pêcheurs devront s'acquitter la première année d'une somme de 60 € pour s'inscrire. Ceux qui le souhaitent pourront recevoir une courte formation à l'application, car si les plus jeunes devraient s'en sortir sans souci, certains sont moins à l'aise avec les smartphones et vont devoir s'y mettre. Si des améliorations sont à prévoir, tous saluent néanmoins la démarche. Pour la vente, il faut qu'on soit mieux équipé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que pendant qu'on vend, on est sur le portable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des endroits bien précis, des endroits où il n'y a pas d'eau, puisque c'est vrai, c'est une bonne chose pour la nouvelle génération, mais il y a encore de travail à faire. Moi, j'avais déjà commencé à ma façon, moi, j'envoyais déjà mes SMS et tout. Et là maintenant il y a l'application, donc là c'est plus intéressant. Donc en gros le client là maintenant peut savoir où il y a du poisson, donc ça nous permettra de liquider plus facilement tout ce qu'on a pris en fait, toutes nos pêches, que ce soit marlin, thon, bourse, etc. C'est une très bonne chose à condition que les pêcheurs s'y mettent. 60 € pour l'année. Pour démarrer ça, il fallait mettre ça au moins 30 €. Pour l'heure, il s'agit d'une première version qui ne permet pas par exemple d'effectuer des achats en ligne et qui n'est pas disponible sur l'Apple Store. Mais l'outil devrait être amélioré par le comité régional des pêches d'après les observations des clients et des marins pêcheurs. Pour toute une profession, la modernisation se poursuit. Les professionnels de la mer qui viennent de clôturer la période de la pêche aux oursins, la dernière de l'année, et le bilan est mitigé. Les ouragans Maria et Irma ont touché une partie de la ressource et des braconniers ont été surpris en pleine pêche illégale, selon le président du comité des pêches de Martinique. Écoutez. Le bilan, il est moyen, c'est-à-dire que ça n'a pas été une grande année, mais il y avait la qualité quand même, les œufs étaient vraiment, à mon avis, à point. N'oublions pas qu'on a eu quand même des phénomènes successifs, cyclone Maria, Irma, José, donc il y avait une houle avec beaucoup d'énergie, donc les oursins ont été un peu plus profonds. Mais bon, les vrais spécialistes se sont tirés d'affaire et ce qui est important pour moi, ça a amené un petit trésorerie au niveau de la profession. Avant le cyclone, on avait fait des prospections et on avait quand même vu tout le sud de Martinique. Il y avait des oursins, après le cyclone, il y en avait un peu moins. Et puis il y a eu un phénomène de braconnage où les gens sont venus massivement, les braconniers, en toute impunité. Ils ont récolté des oursins avant la date. Et on a eu même quelques pêcheurs qui ont un peu triché aussi, et il faut le dire, c'est lamentable, qui n'ont pas attendu l'ouverture des oursins, qui sont venus bien avant pour prendre les oursins. Le résultat est là. Bon, il faut quand même respecter un petit peu ce qu'on met en place. C'est vital parce que si on veut pérenniser la ressource, faire comme on l'a fait d'année en année, il faut respecter. Revenons maintenant sur la collecte de la Banque alimentaire de Martinique qui s'est déroulée ce week-end. Bonsoir Serge Pognon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'institution. Quel bilan peut-on faire ce soir sur ce week-end de collecte? Nous considérons que nous avons fait une bonne collecte, puisqu'au moment où je vous parle, nous avons 67 tonnes 152 et nous avons encore quelques points de collecte que nous devrons récupérer demain. Alors il faut saluer la générosité des Martiniquais qui ont déjà été très sollicités cette année. Ils ont donné notamment pour les sinistrés de Maria et d'Irma. Et vous constatez, vous venez de le dire, que cette solidarité n'a pas baissé par rapport aux années précédentes. Tout à fait. Nous considérons que la population martiniquaise est toujours généreuse. Et forcément, je profite de l'occasion pour remercier cette population. Et ainsi que je profite aussi pour remercier les bénévoles, les associations amis et associations partenaires, ainsi que les entreprises qui nous ont aidés à réaliser cette collecte.
malgré les intempéries, malgré les demandes depuis quelque temps concernant pour les sinistrés, nous considérons effectivement que c'est une collecte correcte. Alors, justement, on dit à peu près que 20 à 21% de la population martiniquaise vivrait sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vous constatez, vous, auprès des associations, une forte demande en termes de denrées alimentaires ? Oui, puisque nous avons des statistiques que le nombre de bénéficiaires augmente à peu près de 10%, et c'est beaucoup. Et actuellement, nous sommes à peu près dans les trentaines à peu près une trentaine mille de bénéficiaires. Ça représente sensiblement 1000 familles. Nous considérons que c'est beaucoup pour un petit département comme la Martinique. Alors vous avez signé hier, en présence du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, un pacte d'engagement, notamment avec des représentants de la grande distribution. Ce pacte, on le disait hier, permettra notamment à votre association de récupérer encore plus de denrées alimentaires. La loi donnait déjà un cadre qui permettait aux associations de récupérer les denrées alimentaires. Qu'est-ce que cela va apporter de plus ? C'est une confirmation de ce que nous faisons déjà. Donc, je ne vois pas très bien qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de plus. Mais c'est un engagement. Et forcément, les grandes surfaces vont sûrement encore confirmer leur volonté de nous aider à récupérer ces denrées. Et ce sera un bien pour les bénéficiaires de la Martinique et forcément pour la banque alimentaire également. Est-ce qu'il y a un effort à faire? On le voit tous les jours, notamment dans les restaurants, mais aussi dans les grandes surfaces concernant les denrées périssables. Est-ce que là aussi vous avez accès à ces denrées pour éviter que ces denrées soient jetées? Il semblerait, malgré que nous récupérons un maximum au niveau des grandes surfaces, il semblerait qu'il y a encore 150 tonnes qui sont jetées. Alors nous allons travailler avec la SGDA, qui est le syndicat des grandes surfaces, et forcément, nous allons étudier comment pour ramener un peu vers la banque alimentaire un peu plus et qu'on jette un peu moins. Et forcément, nous sommes tout à fait sensibles à ce gaspillage qui ne devrait pas y être dans les restaurants, même dans les ménages. Mais nous faisons des actions auprès des écoles, auprès des jeunes, auprès des associations pour sensibiliser la population contre le gaspillage. Merci beaucoup Serge Pognon, directeur de la Banque président de la Banque alimentaire de Martinique. On rappelle ce bilan, 67 tonnes, 152. Et nous pensons demain que nous aurons un résultat final un peu plus de 70 tonnes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On poursuit ce journal direction le célèbre Café de Flore à Paris où Gary Victor a reçu le prix Fête Cannes Maryse Condé pour son roman Le temps de la cruauté aux éditions Philippe Ray. Gary Victor, auteur haïtien et notamment scénariste mais également journaliste. La littérature afro-caribéenne qui était à l'honneur lors du salon dédié aux livres pour enfants qui s'est déroulé ce week-end à Clichy en région parisienne. L'occasion de dénicher quelques ouvrages, peut-être à glisser sous le sapin de Noël. Le reportage de Solène Boisset. Ah, les plus beaux cantiques de Noël. On y est, c'est la période. À l'approche de Noël, Vinciam est venu en repérage à la recherche d'un cadeau pour sa fille de 3 ans. Un livre pour enfants, mais pas n'importe lequel. Ma fille, en fait, elle est caribéenne et congolaise. Donc, du coup, j'essaye de chercher des livres qui vont lui apprendre son histoire, qui vont lui apprendre la cuisine, les coutumes, ces petites choses-là. Les coutumes afro-caribéennes, pas facile de les retrouver dans les livres vendus en librairie. Ce salon, c'est aussi l'occasion pour les auteurs de se faire connaître et pour certains de présenter leur toute première publication. C'est un livre qui est adapté, comme je vous l'ai dit, de 5 à 11 ans. Il y a une 50aine de pages. Le manque en fait de personnages afro-descendants dans les bibliothèques, à l'école, dans les livres sont tellement importants que je me suis dit pourquoi pas
faire un livre dans lequel nos enfants pourraient être représentés de manière plus significative. Les livres pour enfants ne sont pas les seuls présents sur ces stands. Avec son ouvrage, Thérèse a voulu retracer sa propre histoire pour la transmettre à ses petits-enfants et plus globalement à la nouvelle génération. Je pense que mon livre n'est pas fermé, c'est pour tout un chacun. C'est vrai qu'on me demande à partir de quel âge. Il n'y a pas d'âge. C'est un message d'encouragement pour leur donner aussi une certaine force pour qu'ils puissent aussi se battre dans la vie. Dessins, ateliers de découverte et contes. Durant ces 2 jours, les enfants vont pouvoir découvrir une partie de l'histoire afro-caribéenne en attendant les cadeaux sous le sapin et les chanter Noël. Chante au sable fait sa chanson d'amour. Restez avec nous à suivre dans votre journal justement une ambiance de cantique de Noël avec le groupe Sivo Groseille. 150 personnes y ont participé, c'était hier soir. Et puis le sport, nous reviendrons sur la suite de la Coupe de France zone Nantes-Guyane en basketball. Hier soir, la Gauloise s'est qualifiée face à l'US Sinnamary et le Golden Lion s'est incliné face aux Guyanais de la Tour. J-28 avant le réveillon de Noël. Chaque dimanche, dans ce journal, une ambiance de cantique Noël. Ce soir, le groupe Sivo Groseille, une ambiance signée Camille Joseph et Philippe Oli. La période de Noël est celle que choisissent de nombreux comités pour rassembler leurs employés, sans distinction de grade ou de fonction. C'est la joie, c'est Noël, voilà quoi, c'est le plaisir de s'amuser avec les autres. Et nous allons échanger pendant ce petit moment-là, nous allons parler ensemble, nous allons discuter, nous allons bâcher. Des gens qui peut-être occasionnellement, ça permet de parler, d'échanger des petites paroles. Donc c'est bénéfique tout ça. Ah oui, je pense que ça permet à tout un chacun après, en reprenant le travail, de se dire qu'on n'est pas si éloigné que ça l'un de l'autre. Entre collègues, mais aussi avec des amis invités, qui même s'ils payent leur participation, sont heureux d'être là. Dans le temps, on faisait la Noël, on allait chez les parents, à droite à gauche, on quelque chose. Bon, maintenant, j'entends que les gens disent que, ah ouais, parce qu'il faut payer, tout et tout. Mais la preuve en est, bon, on boit, on mange, c'est pas quand même à crédit, il faut bien qu'il y ait, on investit. Pour cette édition, c'est le groupe Siwo Groseille qui est choisi pour mettre l'ambiance. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de la tradition. On n'y est jamais. Après, une fois qu'on est sur place, c'est vrai qu'on essaye si vous voulez, de s'adapter un peu au public. Mais nous avons une base, c'est jouer le Noël traditionnel en essayant de se rapprocher le plus possible de ce qui se faisait avant. Une action qui participe à créer du lien et qui permet d'améliorer la relation interpersonnelle au sein de l'entreprise. Voilà, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle ambiance de cantique. Une course en faveur des enfants prématurés. Chaque année, ils sont 250 en Martinique. Certains en garde de graves séquelles. Ce matin, 70 personnes ont participé à Jouvet. La manifestation permet de récolter des fonds pour améliorer les conditions d'accueil à l'hôpital. Le reportage de Camille Joseph. Hélène est maman d'un bébé prématuré de 5 mois et demi. Son enfant se porte bien, mais au début, elle a eu très peur. C'est quand même un chemin, je dirais, douloureux, difficile, parce que c'est quelque chose, une grossesse, c'est plutôt un bel événement. On ne s'attend pas forcément à la prématurité. Mais bon, on dirait que la prématurité maintenant est loin derrière. Cela dit, ça a été difficile les 4 mois où mon fils a été hospitalisé. Comme Hélène, Manuela se souvient d'une expérience douloureuse. Si elle a dû accoucher plus tôt que prévu, c'est en raison d'une infection survenue durant sa grossesse.
Mon fils avait 28 semaines. À 28 semaines, on n'est pas encore tout à fait viable. On a eu une expérience de vie assez forte parce qu'il a fallu lutter, entre guillemets, contre la mort, lutter contre les angoisses. Ça a duré 4 mois à l'hôpital, à la MFME, dans le service néonatologie, avec des médecins et des infirmières extraordinaires. On a eu une expérience de vie, une expérience humaine. Aujourd'hui, il a 5 ans et à 5 ans, il est un petit garçon en pleine forme. Aujourd'hui, c'est donc sans hésiter que ces familles ont accepté de marcher en solidarité avec la cause des prématurés. Chaque année, 250 nourrissons sont concernés en Martinique. Les grands prématurés naissent à moins de 1 kg à la naissance et leur durée d'hospitalisation dure entre 3 et 4 mois. Grâce à cette course, 5 € seront reversés au service néonatologie de la MFME. Car la prise en charge des prématurés mobilise des moyens conséquents. Les fonds que l'on récolte aujourd'hui vont être indispensables pour améliorer le quotidien des parents auprès de leurs enfants. C'est une chose extrêmement importante parce qu'au-delà du matériel médical dont on a besoin chaque jour, que l'hôpital nous fournit, on a besoin de beaucoup de matériel pour améliorer le quotidien des parents. Simplement, des fauteuils confortables pour que les bébés puissent être mis en peau à peau avec leurs parents. Une première réussie qui permet également aux parents d'enfants prématurés de savoir qu'ils ne sont plus seuls. Voilà pour cette initiative, c'est l'heure de retrouver votre page sport. Et toute l'actualité sportive de ce dimanche, c'est maintenant, et on revient sur la 3e édition du semi-marathon international de Fort-de-France qui s'est disputé ce matin. 1200 coureurs se sont lancés sur un parcours de 21 km qui a été modifié cette année. Et je vous le disais en titre, c'est le coureur Félix Bourg, originaire de la Moselle, qui s'est imposé devant les autres participants. Le résumé de cette compétition, signé José Lechartier. Sur la 1208 coureurs au départ, un groupe composé de 13 hommes se détache. Bourg et Damascène prennent les commandes. Ils sont suivis notamment de Gérald Gladon, Claude Noillet, Anthony Auster et Thierry Jacques-Édouard. Damascène et Bourg augmentent la cadence. L'écart entre eux et le reste du groupe se creuse au fur et à mesure. Dans le prolongement du canal Levassor, les positions restent figées. Derrière le duo de tête, Gérald Gladon donne le tempo. Après la première boucle de 6 km, Damascène et Bourg sont au coude à coude. Arrive ensuite un groupe de 6 poursuivants emmené par le Guadeloupéen Eddy Boulat. Les hommes de tête accélèrent encore. Au niveau du stade de Dillon, leur avance est de 3 minutes sur leur poursuivant. Un groupe qui évolue au fil des kilomètres. Auster est à la peine. Au 13e kilomètre, Félix Bourg décroche Damascène. Il est seul en tête. Et les derniers kilomètres ne sont qu'une formalité pour le Français. Il remporte cette 33e édition du semi-marathon de Fort-de-France en 1 h, 8 minutes et 22 secondes. Cette édition s'est très bien passée. Jean a mené jusqu'au 10e, 11e kilomètre. Donc j'ai essayé de le relayer, mais c'est vrai que j'avais du mal avec la chaleur. Et au 11e kilomètre, j'ai accéléré un petit peu et j'ai réussi à partir tout seul. Et à partir de là, j'ai géré un peu mon avance, quoi. Jean Damascène est second. Le premier Martiniquais, Gérald Gladon, complète le podium. J'attendais énormément ce semi. Faire le minima, c'était le plus important pour moi, le chrono. La place pour moi, c'est assez anecdotique, même s'il y a une 3e place, qui est une très belle place sur le podium. Chez les femmes, l'Érythréenne Megdes Rouldu remporte cette 33e édition. Elle devance Félix Fonjateino et Cecilia Maubuchon.
Voilà pour cette 33e édition du marathon de Fort-de-France. On poursuit avec du basket, la suite des matchs de la Coupe de France zone anti-Guyane. Hier soir au palais Omnisport Georges Théolade, les filles de la Gauloise de la Martinique ont largement dominé les Guyanaises de Sinnamary sur le score de 56-38. Chez les hommes, les Martiniquais ont pris le pas sur... les Guyanais de l'SC Tours sont sortis vainqueurs de l'affrontement face à la Martinique. Les Guyanais qui se sont qualifiés pour la prochaine étape sur le score de 72-61. Le résumé du match signé Stéphane Govindin. Les joueuses de Xavier Briquet craquent et manquent le coche face à la Gauloise de la Martinique. Les Martiniquaises ont pris le match à leur compte et maintenu la pression jusqu'au coup de sifflet final. C'est vrai qu'on est en début de saison, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est la première, la Coupe de France, donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type d'intensité, mais en même temps, c'est quelque chose de bon. Ça nous permettra de rebondir, de travailler différemment. Franchement, c'était un gros challenge aujourd'hui. On est venu avec exactement la même équipe que l'année dernière, avec un renfort au niveau de l'intérieur. On savait que ça allait être dur ce soir. Il fallait qu'on le gagne et aujourd'hui, vraiment, on a remonté le défi et ça, c'est génial. On est vraiment contente, on savait que physiquement, il fallait tout donner. Je pense qu'on a tout donné aujourd'hui et franchement, c'est bien. Je suis contente aujourd'hui pour l'équipe, surtout qu'on a nos deux meneuses qui sont absentes. Donc, on va dire un challenge supplémentaire. On l'a remonté et cette victoire, elle est vraiment pour ces deux joueuses qui ne sont pas là aujourd'hui. Les joueurs de l'ASC Tours étaient plus forts hier soir, victoire 72-61. Ils ont su faire preuve de maturité face à une équipe du Golden Lion qui n'était pourtant pas venue faire de la figuration, mais l'envie de gagner des Trinitéens n'a pas suffi. Disons qu'on a eu une entame de match un peu difficile, on a eu un nombre incalculable de pertes de balles, de l'instant fait raté également un nombre, ce qui fait que ça nous a mis un petit peu en difficulté. Bon, on a essayé de changer les choses sur la fin. Ça a marché quand même, on a pu remonter quand même une bonne partie puisqu'on était amené à plus de 20 points. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, mais bravo pour eux et puis bon, à nous de continuer à travailler. Donc on savait que ça n'aurait pas été facile. On les a rencontrés aux Antilles-Guyane, on savait comment ça jouait, on les a beaucoup étudiés. Donc par rapport à ça, on a mis quelque chose en place et on a maintenu le rythme, l'agressivité. Fallait pas baisser le rythme défensif et on a réussi à le faire en tout cas. L'ASC Tours fait un bon match dans l'ensemble avec une équipe qui s'est rajeunie, une équipe qui a su imposer son rythme de jeu et dominer son adversaire. La Tour gagne avec 11 points d'écart. La prochaine étape sera face à l'équipe de Déo en Guadeloupe. On va essayer de faire de notre mieux, on va essayer de passer parce que l'année dernière on perd devant Déo de 2 points. Mais cette année on a une équipe jeune, fougueuse et qui a de la qualité en fait. On était apte ce soir, donc je ne vois pas pourquoi on ne sera pas apte aux Antilles, au Guadeloupe. On ira pour bien défendre la Guyane, bien défendre nos couleurs. On a envie de faire quelque chose là-bas. Voilà pour le basket. Donc la Gauloise qualifiée et le Golden Lion chez les garçons éliminés. On poursuit avec le reste de l'actualité sportive. Le résumé signé José Le Chartier. Outre ce tour de Coupe de France, Martinique ont joué la 6e journée du championnat de National 3. Chez les hommes, au François, le Wax en bleu n'a pas tremblé face au SC Lamantinois. Victoire sur le score de 88-60. En volleyball, la 7e journée du championnat d'excellence a rendu son verdict. Chez les femmes, l'Espoir, le Rayon, l'Éveil se sont imposés. Au classement, l'Éveil et l'Espoir sont co-leaders avec 18 points. Chez les hommes, victoire de l'Espoir, du Rayon et du RC Arlésien. Au classement, l'Espoir de Saint-Luc est en tête avec 18 points. Le RCA est second à 3 points, le Good Luck 3e à 9 points du leader. En judo, le tournoi Tissamois Challenge s'est tenu au hall Pélière de Nassien. Débuté hier, cette compétition a rassemblé un peu plus de 300 judokas. Le tournoi s'est achevé aujourd'hui sur la victoire chez les filles de Cataline Lagier du Judo Club La Française. Chez les garçons, victoire de Ronnie Labranche. En voile traditionnel, la première journée du championnat de Bébéiol a eu lieu aujourd'hui au Vauclin. 14 embarcations ont pris le départ. À l'issue des 2 manches, c'est l'Arme Fatale qui s'impose, suivi de Zizitata Viniwesa. Zapeti La Balouza est 3e. Voilà pour le sport. Information pratique à présent, le planning du don du sang pour demain. Vous avez rendez-vous entre 8h et 13h à la Trinité, à la cité scolaire Frantz Fanon pour toute l'équipe de l'EFS avec le camion mobile.
On revient maintenant à l'information principale de ce journal, les élections municipales anticipées à Sainte-Marie. Je vous rappelle le taux de participation, il était de 49,41% à 18h et on rejoint en direct du bureau centralisateur Loïc Régis. Rebonsoir. Est-ce que vous avez Le dépouillement est terminé ici dans le bureau centralisateur à la mairie. Une première tendance se dégage. Bruno Nestor à 0 obtient 255 voix, Jean Cauvert 78 voix et Louis-Philippe Birba 30 voix. Le compte à rebours est lancé. On attend maintenant que les 18 autres bureaux dévoilent leurs résultats. La foule grandit ici au fur et à mesure et on a pu entendre quelques applaudissements. Inutile de vous dire que le suspense est lancé et que tout le monde est assez impatient de vite connaître les résultats de cette élection municipale. Merci beaucoup Loïc Régis, on vous retrouve dans quelques instants dans le courant de cette tranche info. On rappelle cette information, donc Bruno Nestor à 0 en tête au bureau centralisateur avec 255 voix. Le bureau centralisateur où le dépouillement est maintenant terminé. Restez avec nous à suivre dans votre tranche info 9/7 sur 7, suivi de l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour un dernier point sur les élections municipales de Sainte-Marie. À tout à l'heure.